Merci beaucoup. Je vais essayer de remplacer notre président. Oui, si tu peux me remplacer aussi, parce que je ne sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, on fait semblant de rien, le micro est branché. Je vais avoir l'honneur de présenter les lauréats à la mi-structure innovante, portée bien sûr et supportée, j'allais dire, par l'ARS et par le conseil régional. Donc voilà, il y a 15 lauréats. Je vais les citer les uns après les autres. Le premier lauréat est le centre de santé de l'APHM, CDS Les Égalgades. On peut les applaudir, bien Bravo. sûr, ces lauréats. Ensuite, le centre hospitalier intercommunal de Manosque. Bravo à Manosque. Le centre d'accueil spécialisé de Fort-Calquier. Bravo. Beaucoup de 04, hein, c'est bien. Dispositif spécifique régional cancer Oncopaca Corse. Félicitations. Bravo à eux également. Hop, j'ai un petit problème, voilà. Oui, je t'adorais pas. C'est gentil. Je sais qu'on peut compter sur les amis dans ces cas-là. Exactement. Le CHU de Nice. Bravo le CHU de Nice. La CPTS Provence Santé. Super. Le centre hospitalier du Pays Salonnais. Donc, bravo. on a vu le sujet tout à l'heure. La CPTS Var Ouest. Bravo à eux. La CPTS Itinéraire Santé. Bravo. La CPTS Acte Santé. La CPTS Antipolice. Félicitations. Merci à eux. Merci pour eux. CPTS Vital Santé 10. Non, je t'en prie. La CPTS Synapse. On arrive au bout. Hein. La CPTS du Pays de Grasse. Alors, mon territoire, je suis ravi. Il nous reste 14 pages de CPTS, ne vous inquiétez pas, on arrive. Et pour terminer, l'ESS du Littoral. Voilà. Bon, vraiment, bravo aux 15 lauréats. Et notamment... notamment tout le monde. Et non, vraiment bravo à eux, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de candidats, puisque sous le contrôle d'Audrey, il y a eu plus de 40 candidatures. Et donc, bon, ça a été, le choix était très très compliqué, visiblement. Mais bravo lauréats. Et félicitations. Et donc, on va recevoir... Parmi ceux-là, quelques lauréats qui sont présents et qui vont venir pitcher pour nous parler de leur projet pendant quelques minutes. Merci infiniment. Je vais d'abord demander, je ne sais pas dans quel ordre, mais je me débrouille, Julie Curjol, qui doit être dans les parages. Julie, vous êtes où? Julie est au fond de la salle pour savourer les applaudissements, le temps d'arriver sur scène. Hein. Julie est cardiologue, elle est présidente de la CPTS Provence Santé. Venez nous rejoindre. Chère Julie, remerciez votre famille, vos amis, etc. Et puis, et dites-nous en 5 minutes pourquoi vous êtes vraiment si formidable et voir si vraiment vous méritez ce prix. Bah, du coup, je ne sais plus trop. Allez, pitchez-nous le projet. Je remercie le CIUS pour ce prix et cet accompagnement. Je remercie aussi mon partenaire historique Medinsoft et sa présidente Stéphanie Ragu qui nous font l'honneur de sa présence, et Olivier Duguet qui nous font l'honneur de sa présence aussi. Donc, je ne sais pas, j'avais un petit diaporama. Oui, c'est l'occasion de présenter le projet en quelques minutes et la salle pourra vous poser des questions. On a peut-être un diaporama. Bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. On fait comme si on ne l'avait pas? Ouais, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais si vous voulez vous occuper du diaporama des autres, on peut. C'est vraiment. Donc, en fait, mon sujet à moi, c'était marqué CIUS PPTX dessus. Oui, ça... voilà. Comme ça, vous êtes le seul à s'appeler comme ça. Donc le sujet concerne l'insuffisance cardiaque. En fait, comme vous le savez, nous avons des missions de parcours de soins. Et nous avons choisi le parcours insuffisance cardiaque. Donc ça tombe bien, vu que je suis cardiologue, ça m'arrange un peu. Nous aussi. Du coup... Les patients. Et donc ce parcours, nous l'avons monté en collaboration avec la CPTS Acte Santé, qui est peut-être ici. C'est un parcours qui concerne le dépistage rapide de l'insuffisance cardiaque sous 7 jours, avec un partenariat avec le service de cardiologie du CHU de l'Hôpital Nord. Donc en fait, nous avons repris ce protocole qui a été monté par Acte Santé et nous l'avons fait évoluer vers une solution de télémédecine. Puisque, pour entrer dans le vif du sujet, voilà. L'insuffisance cardiaque, comme vous le savez, c'est une maladie très grave avec un taux de mortalité d'environ 35%. Là, vous voyez que sur notre CPTS, c'était la diapo d'avant, mais on a le même taux de mortalité à peu près que dans les Bouches-du-Rhône.
Sur la diapo suivante, vous voyez l'évolution de la maladie qui est mauvaise, hein, avec un lent déclin qui est entrecoupé de phases d'aggravation où le patient va être hospitalisé. Et puis, plus il va être hospitalisé, plus sa fonction cardiaque va se dégrader. Et donc, l'évolution est souvent mauvaise. Vous pouvez encore avancer. On peut passer la slide d'après. C'est bien qu'on se demande comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, tant au niveau du diagnostic et au niveau de la prise en charge pour éviter que ces patients soient régulièrement réhospitalisés, puisque 20% d'entre eux sont réhospitalisés dans les 6 mois qui suivent une précédente hospitalisation. Donc ils vont être amenés à être réhospitalisés régulièrement, et ça a un coût pour la société et puis aussi pour le pronostic de ces patients. Du coup, on s'est demandé comment faire en sorte de diminuer ces réhospitalisations. Et pour ce faire, vu que, vous le savez, les plannings des médecins sont surchargés, les délais d'attente sont énormes, on ne peut pas multiplier les médecins. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser des objets connectés, surveiller ces patients à distance. Donc la prise en charge moderne d'un patient maintenant, en 2023, ça va être celle-ci, avec un patient qui va rester chez lui, avec des objets connectés qui vont permettre de le surveiller. Donc ça peut être des capteurs poids, tension, saturomètre, ou d'autres, on peut imaginer d'autres capteurs, volume du mollet, etc. Ces données vont être collectées par une antenne GPRS ou Wi-Fi que le patient aura chez lui, vont être adressées à un data center et régulièrement, donc via un logiciel, ces données seront collectées par le service de cardiologie de l'hôpital Nord, où en fait des algorithmes vont faire un pré-tri et alerter l'équipe en cas d'aggravation. Par exemple, prise de poids de 2 kg en 2 jours. Si le patient, c'est pas le 24 décembre, bah, c'est pas normal. Donc, on alerte les médecins. Les IPA, donc les infirmières de pratique avancée, vont appeler les patients si elles le jugent nécessaire. Et ainsi, on réadapte le traitement sans que le patient ait à se déplacer. Et ça lui évite ainsi une réhospitalisation. Et on s'est aperçu qu'en appliquant ceci, on diminuait les réhospitalisations de 37% et la mortalité de 20%. Donc ça, c'est une donnée qui sort d'une méta-analyse que vous voyez dans la diapo suivante, je pense. Il nous reste quelques secondes sur votre temps de présentation de pitch. Pardon. Donc, pour faire plus bref, nous, on a choisi à l'hôpital Nord de surveiller le poids. Pourquoi ? Parce que c'est très facile. Il suffit de monter sur la balance, la donnée, elle est envoyée. Il n'y a pas besoin de se mettre un capteur, d'appuyer sur un bouton, quoi que ce soit. Et aussi, ce constat est parti du fait que plus on multiplie les capteurs et moins les gens vont être observants. C'est-à-dire que si vous leur mettez 2 ou 3 capteurs, ils ne vont pas les utiliser et du coup, le bénéfice sera nul. Donc un seul capteur, c'est le poids et c'est ce qu'on a décidé de mettre en place avec l'hôpital Nord. Et c'est ce qui est salué aujourd'hui dans ce coup de projecteur que vous recevez. Merci à vous et bravo à vos équipes, vraiment. Peut-être 1 ou 2 questions, attendez. Félicitations à vous et à toutes les équipes que vous représentez, comme tous les lauréats bien sûr. Y a-t-il 1 ou 2 questions ? Le poids, ça refroidit tout le monde quand on commence à parler de ça. Mais en tout cas, voilà, vous saurez féliciter vos équipes qui permettent tout cela. Merci. Au nom des patients potentiels que nous sommes tous pour plomber l'ambiance. Merci beaucoup. Merci, on vous applaudit encore une fois. On va inviter autre lauréate, et c'est Marie Lopez du centre de santé APHM des Égalades, si je prononce bien. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bonjour Marie. Pareil, comme vos camarades, je lance le compteur pour que vous puissiez prendre le micro et nous raconter votre projet. Pourquoi vous recevez ce prix ? D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être devant vous. Juste devant le, voilà, merci. Première fois en public, hein, donc... Régalez-vous. Je suis ravie d'être devant vous et je vous remercie de votre présence. Alors, j'ai à cœur de vous présenter aujourd'hui mon projet qui m'anime. C'est né de la problématique, en fait, d'avoir pour les patients une consultation de dermatologie facilitée. Force est de constater que les consultations en dermato sont en hausse et que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué de les avoir rapidement. Globalement, les temps à Marseille, c'est de 95 jours pour avoir une consultation. Waouh. Les personnes donc sont de plus en plus informées, mais souvent mal informées de nos jours, par le biais des réseaux et d'Internet.
Donc, ce qui peut être très rassurant pour certains, mais très angoissant pour d'autres, ce qui peut conduire à des erreurs de diagnostic et de prise en charge. Il y a aussi également le nombre de dermatologues qui est insuffisant. Donc, dans les quartiers nord vivent environ 155 000 personnes qui ont des indicateurs de santé très dégradés. Et en dehors de dermatologues de l'hôpital Nord, il y a seulement 2 libéraux qui sont installés et un dermapol, mais qui est plutôt à vocation dermato-esthétique. On s'aperçoit aussi qu'en dermato, forcément, il y en a certains qui ont une activité de médecine esthétique à côté, donc ce qui réduit leur temps de consultation de dermatologie pure. Et augmente leurs revenus, pardon. Également. Que certains aussi, si on parle des patients, ont des difficultés à se déplacer, que ce soit par manque de transport, diminution, enfin, pas assez de lignes de bus, faible proportion des gens possédant un véhicule, ou encore si on va sur les personnes âgées en EHPAD, ou même encore au niveau carcéral, donc les prisonniers qu'il faut déplacer, où il faut une structure lourde pour les accompagner jusqu'à l'hôpital, à savoir un quart de la pénitentiaire avec minimum de garde. Donc voilà. Tout ça fait qu'on a décidé quand même de penser à mettre en place la téléexpertise. On pensait aussi aux médecins généralistes, mais malheureusement, ils sont insuffisamment formés et ils ne peuvent pas toujours répondre à la demande. Donc, le projet est né de cette problématique de créer une plateforme de téléexpertise directement reliée au service de dermatologie de l'hôpital Nord du professeur Delaporte. Alors, pourquoi nous nous sommes intéressés à la téléexpertise plutôt qu'à la téléconsultation ? Parce qu'à la téléconsultation, il faut du matériel, à savoir une connexion Internet de qualité qu'on n'a pas toujours, que ce soit les patients défavorisés ou encore dans les prisons, il y a des brouilleurs, donc c'est assez compliqué. Il faut une caméra haute définition, et encore, ce n'est pas l'idéal pour les consultations dermato. Et il faut aussi une organisation complexe, à savoir présence simultanée du patient, du dermato, du médecin généraliste ou de l'infirmière, ce qui est quand même plutôt compliqué. Alors qu'à la téléexpertise, il suffit d'avoir un appareil photo, le médecin généraliste qui prend les informations médicales comme toutes les demandes d'avis de téléexpertise en général, et un dispositif entre les acteurs. Et l'avantage, le grand avantage, c'est que les dermatologues peuvent répondre à cette expertise lorsqu'ils le souhaitent. On peut imaginer, par exemple, sur leur rendez-vous non honoré, ce qui est bien évidemment monnaie courante aujourd'hui, malheureusement. Donc ça fait quand même une optimisation de temps médical absolument pour tout le monde. Donc c'est aussi intéressant pour les patients qui n'auraient pas pu se rendre directement au cabinet de dermato avec tous les problèmes que j'ai évoqués. Donc, la télémédecine peut avoir cette amélioration économique, écologique durable et une amélioration à l'accès médical. Et juste, je tiens à dire, vu que j'ai plus beaucoup de temps, pour qui on a mis en place ce projet, à savoir que c'est surtout pour les personnes âgées en EHPAD, parce que les risques quand même augmentent avec le vieillissement de la population, et on ne peut pas les laisser de côté. Pour les personnes dans le milieu pénitentiaire, parce que les déplacés, ça comporte énormément de risques et ça a un coût non négligeable, et pour toutes les personnes précaires. Après, je peux vous expliquer si vous avez des questions, je vous expliquerai comment on compte se faire. Mais je tenais juste à dire une dernière chose, c'est qu'il me fallait, pour mener à bien ce projet, une aide humaine, donc pour mettre en place cette plateforme, qu'on est déjà en train de réfléchir avec les informaticiens de l'EPHM, mais je prends toute personne qui peut m'aider en plus, et également une aide financière pour l'appareil photo de haute qualité, pour permettre un diagnostic le plus réel possible. Déjà, on peut applaudir le projet, voilà. Est-ce qu'il y a une aide humaine qui s'y connaît bien en dermato, hormis Jack Lang? Est-ce que quelqu'un voudrait s'investir sur les projets? Y a-t-il une ou deux questions quand même pour poser? Le projet est formidable et je pense que tout le monde est conscient de l'utilité. Ils ont applaudi, vous en trouvez formidable. Vous savez quoi? C'est au café tout à l'heure qu'on échange les cartes de visite, ça vous convient? C'est parfait, On merci. vous applaudit, vous et vos équipes qui méritez ce prix. Merci beaucoup, Merci. Marie. C'est Jessica Lavigne qui vient nous rejoindre. Applaudissez Jessica qui vient. C'est la directrice Acte Santé de l'IDEL, si j'ai bien dit les choses, c'est bien ça? Pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est mon métier de dire n'importe quoi et vous de me rattraper. Je vous en prie. Mais ça nous va très très bien. Jessica et Céline Écart, donc infirmière libérale. formidable. Dans le secteur. Eh bien,
donnez-moi tort sur ma présentation. Je relance le compteur aussi, c'est parti. Comment je passe les slides Comment vous passez les slides? On a quelqu'un, Alexandra, qui vous les passe. Super, merci Alexandra. C'est parti, je vous mets le compteur ici. Allez-y. Merci. Donc bonjour, je suis Madame Lavigne Jessica, je suis infirmière libérale dans le 15e arrondissement de Marseille. Je suis aussi la directrice de la CPTS Actes Santé qui officie, donc, qui est labellisée sur le 14e, 15e, 16e arrondissement de Marseille. Et je suis accompagnée donc, de Madame Ecarcéline, donc infirmière dans le secteur du 14e arrondissement. Et administratrice de la CPTS. On vient vous remercier aujourd'hui d'avoir été lauréat de l'appel manifestation d'intérêt et vous présenter le projet, on n'était pas encore, mais c'est pas grave, du pôle TAC, qui est le pôle de téléconsultation assistée du Canet. Donc, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient cette idée? En fait, on a pris les données, c'est bon, merci Alexandra. Voilà, du terrain. La population sur le 14e arrondissement, en fait, souffre de plus d'affections de longue durée, bénéficie de plus de complémentaires santé, de C2S, va consulter plus fréquemment les urgences, et malgré ça, on va avoir moins de médecins, ils sont moins dépistés, et au final, c'est un secteur qui est vraiment en péril au niveau médical, d'autant que sur les évaluations et les chiffres que nous avons, on sait que nos médecins sur ce secteur vont faire 2000 actes de plus que leurs confrères annuellement et vont avoir en file active 400 patients supplémentaires. Or, suite au recensement des médecins du territoire, nous avons identifié 4 à 5 de ces médecins qui vont partir très rapidement. Donc on s'est dit, en plus, comment allons-nous faire? Et devant la mise en place du plan Marseille en grand et du travail que nous faisons avec le CRES-PACA autour du groupe de travail des Rosiers, on a essayé de mettre en place quelque chose. Comment on a fait ça? On a proposé un nouveau modèle d'organisation territoriale qui est pluriprofessionnel et qui s'appuie sur la e-santé pour permettre l'accompagnement du public précaire qui compose une grande partie de notre population. Et ce modèle, on souhaite qu'il soit reproductible pour pouvoir justement l'adapter et l'exporter sur d'autres QPV, puisque nous en avons 21 sur notre territoire. Donc, on pense que nos professionnels, voilà, merci, sont les mieux adaptés pour mettre en place ce projet, puisqu'ils connaissent déjà les spécificités de ces patients, et que cette méthodologie pourrait favoriser l'accès aux soins non programmés, diminuer la fracture numérique parce que ça permet que les patients soient accompagnés par un professionnel qui sera formé spécifiquement à cette technologie et avoir un impact aussi sur l'attractivité du territoire puisque ça offre une offre de proximité, une offre de soins qu'il n'y avait pas précédemment et à terme aussi, du coup, en réintégrant les patients dans le parcours de soins, un accès au médecin traitant. Et comment on a fait? Céline va vous en Comment parler. faire tout cela? Donc, en 2022, Actes Santé a expérimenté le pôle de téléconsultation qui est assisté au Canet. Donc, c'est le pôle TAC dans le 14e arrondissement. On a un plateau technique complet qui est implanté donc, au cœur du territoire, en plein milieu des cités, donc boulevard Casanova. Le pôle TAC permet l'accès à une téléconsultation médicale assistée aux professionnels de santé de la CPTS. 256 consultations ont été assistées, ont été effectuées par les adhérents volontaires de la CPTS. Donc dans la vraie vie, comment ça se déroule? Le patient prend rendez-vous ou il va directement au pôle de la téléconsultation. Il est accueilli par un IDEL formé par la CPTS qui va l'accompagner tout le long de sa consultation. Sur la partie technique et surtout en fin de consultation, il vérifie bien sa compréhension avec les ordonnances, le diagnostic et prodigue l'éducation à la santé et aux besoins, l'oriente vers un soignant ou partenaire social du territoire. L'IDEL pourra aussi donc concourir à la réintégration du patient dans un parcours de soins coordonnés en utilisant des outils mis en place par la CPTS, comme le questionnaire de recherche du médecin traitant. Voilà. Mais la vraie vie, même si on a testé pour savoir si ça marchait, c'est aussi des écueils qui nous ont poussé justement à candidater à cette AMI pour avoir un accompagnement adapté. Des écueils au niveau de la conception d'un modèle économique qui pourrait être viable, tant au niveau technique qu'humain. Un problème d'optimisation organisationnelle, puisque nouveau concept, donc tout à créer. Surtout du temps, hein, ça ne se fait pas tout seul et du temps, nous en manquons tous. Donc l'aide sera la bienvenue. Et donc à terme, j'ai presque fini. Il nous en manquait aussi, mais je vous l'offre. Avoir un impact vraiment populationnel qui soit plus efficient en proposant justement du temps social. Peut-être voir comment on peut formaliser tout ça, des médiateurs en santé, de l'assistante sociale à nos patients, réintégrer de la téléexpertise, puisque c'était marqué au tout début, j'en ai pas parlé, mais on manque aussi de spécialistes.
et sur un modèle, comme je vous l'ai dit, qui serait reproductible. Voilà. Et tout ça en renforçant les compétences des gens qui sont déjà là. C'est un projet qui tient énormément à cœur à de nombreux professionnels de notre territoire. Et on espère que grâce à votre aide, ça sera vraiment viable dans le temps et concret. Bravo de le porter et d'aussi bien le présenter, mesdames. Merci. Merci à vous. Peut-être y a-t-il une ou deux questions des volontaires, des gens qui veulent aller un peu plus loin ou qui attendent le cocktail tout à l'heure pour vous parler peut-être. 5, 4, 3, 2, 1, je ne veux pas laisser ce malaise s'installer. On va les applaudir, on va les voir au cocktail tout à l'heure. Merci infiniment à vous et à vos équipes, bien sûr. Pardonnez-moi, j'essaie de jongler. C'est pas la qualité première d'un homme de faire deux trucs à la fois. Et donc, je vais accueillir, je crois, Céline Écart qui vient nous rejoindre. Ah, mais c'était ça, pardon, très très bien. Vous pouviez revenir, vous voyez, j'étais en train de, ni vu ni connu, je vous offrais 5 minutes de plus, vous les prenez pas, tant pis pour vous. Voilà. Non, mais il faut le tromper, le journaliste. Hein. Voilà. Mais j'ai Véronique Pipard qui doit venir certainement, et que l'on applaudit, qui est coordinatrice de l'équipe de soins spécialisés en rhumatologie, c'est bien ça? Bonjour Véronique, celui que vous voulez vraiment, la couleur comme vous préférez. Véronique, présentez-nous Bonjour. En quelques minutes, je vous remets le chrono vous aussi, ce projet qui vous vaut d'être lauréate ce soir. Donc bonjour, je suis Véronique Pipard, donc coordinatrice de la nouvelle structure d'exercice coordonné, donc ESS Rhumatologie du Littoral. D'accord. Donc qui a été créée par le docteur Sambel donc au mois d'octobre 2022, donc c'est tout nouveau. D'ailleurs, il était très surpris agréablement d'avoir été en fait nommé lauréat. Donc on l'a su hier, donc il n'a pas pu se rendre disponible puisqu'il a toutes ses consultations aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait c'est de la coordination du second recours en rhumatologie, le bon soin au bon moment et au bon endroit. Mettez-vous à l'aise. Donc l'ESS a été créé grâce à la loi de 2019. Donc vous pouvez passer la diapo. Donc par rapport à c'est la possibilité en fait à des rhumatologues, à des spécialistes en fait de se monter en équipe de soins spécialisée donc sur un territoire. Alors c'est hors médecine générale, c'est en choisissant d'assurer leur activité de soins de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Chut, un peu de silence s'il vous plaît pour pas... on a les autres candidats sur scène, pardon. On va les écouter, merci. Voilà, vous pouvez passer la diapo. Donc cette ESS donc, a été créée donc, par le Dr Sambel en octobre 2010. Oui, il y a le karaoké. Donc, le contexte... Oui, j'ai essayé de faire des... mais j'ai pas réussi. C'est vachement bien. Donc depuis hier. Hein, donc oui, oui. Alors, le contexte en fait de la création de cette ESS, donc bien sûr c'est la désertification médicale. Un rhumatologue sur deux va à 65 ans cette année. Donc vous imaginez dans les 5 à 10 ans qui arrivent, voilà le peu de rhumatologues qu'il va y avoir. Des demandes de prise en charge importantes de la part des médecins généralistes. Des délais d'attente de 3 à 6 mois pour les patients pour avoir une consultation en rhumatologie. Et bien sûr des urgences de prise en charge par rapport à certaines pathologies à prioriser. Donc l'objectif, bien sûr, vous avez bien compris, c'est de fluidifier l'accès au second recours pour des patients atteints de pathologies chroniques, pour une meilleure coordination entre les différents professionnels de santé du territoire. Donc il a été donc défini des profils plutôt au niveau de l'ostéoporose, ce qui est la première cause d'hospitalisation en France, avec 20% des patients donc, qui sont traités après une première fracture, donc malgré le risque élevé de récidive dans la première année. Au niveau aussi des rhumatismes inflammatoires, donc avec une notion de fenêtre d'opportunité au début de la maladie, donc pour mettre en place un traitement assez rapidement. Et bien sûr, grâce aux médecins hospitaliers qui donc peuvent prescrire de la biothérapie pour ce genre de pathologie. Donc ces profils, donc une définition de profil de patients qui sont reçus sur des créneaux en fait que nous ont octroyés en plus de leur charge de travail des rhumatologues. Donc on a à peu près, vous pouvez passer
la diapo suivante. Donc vous avez, donc c'est l'ESS, c'est un projet pilote sur PACA. C'est la première équipe de soins spécialisés donc qui est créée en rhumatologie. Il y en a une autre en neurologie sur le Vaucluse, mais c'est 2 projets pilotes en fait. Et c'est assez innovant en France puisqu'il y a très très peu d'ESS. Et donc c'est vraiment à l'initiative d'un spécialiste en fait. Voilà, il faut qu'il s'octroie cette possibilité justement de merci pour le timing. Donc l'émission SOC, donc il y a vous voyez sur la carte d'à côté, donc c'est sur le 13, hein, c'est développé sur le 13. Beaucoup de médecins autour de Marseille, des rhumatologues et d'Aix-en-Provence à venir au niveau de Salon et d'Aubagne aussi qui vont rejoindre l'équipe. Donc 42 rhumatologues, c'est-à-dire 60% aujourd'hui sont adhérents de l'association. Avec des autres établissements hospitaliers aussi, donc que ça soit sur Aix-en-Provence, sur Marseille et bientôt à Salon. Donc bien sûr, ce qui favorisera le lien ville-hôpital. Et je vous invite à conclure, si vous voulez. Voilà, bien. Donc pourquoi nos besoins en fait, donc c'est être accompagné pour faire connaître l'ESS et la développer grâce au numérique, création et référencement donc d'un site internet. Le coaching en communication, identifier aussi un outil numérique ou alors utiliser un existant pour pouvoir le mettre à notre niveau, développer des solutions de télémédecine, développer des consultations avancées dans des territoires, dans le 04, le 05 notamment, où il n'y a plus du tout de rhumatologues, élargir notre territoire du département vers la région PACA et répondre à des appels à projets. Voilà, donc mieux faire connaître notre nouvelle structure, partager notre expérience et aider éventuellement d'autres projets, voilà, les faire profiter de notre exemple, de notre expérience. Voilà, bravo à vous et à vos équipes également. On vous applaudit, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des rhumatologues ou des volontaires, ou en tout cas des questions peut-être, des rhumatologues de 122 ans qui seraient disponibles, qui pensent prendre la retraite ? Heureusement que la science avance et que vous, les médecins, vous allez durer jusqu'à 98 ans en exercice. Oui, c'est ça. Oui, non, n'en parle pas. Pas de questions. Pareil, on se retrouve au cocktail. On vous applaudit encore une fois, vous et toutes vos équipes. Merci beaucoup. Et c'est Anne-Gaëlle Paul qui vient me rejoindre. Vous êtes toutes les deux, je crois, du CHU de Nice, c'est ça, ensemble ? Mais venez toutes les deux ? Non, vous venez toutes seules. Oui, venez, écoutez, non, on est en famille, hein, venez très très bien, et on est ravis de vous avoir aussi. C'est Pascal en fait, pas du tout. Anne-Gaëlle, mais vous êtes Pascal. Mais je vous ai dans ma liste en fait, vous passez après ou vous passez en même temps ? C'est le même sujet, mais vous ne venez pas vous la laisser démerder zizi toute seule. D'accord, Pascal attend ses applaudissements, mesdames et messieurs. Très bien. Faut surtout pas m'aider en fin de journée. Merci infiniment de cette préparation aux épreuves d'aviron. Alors, on est ravis toutes les deux aussi de vous offrir ce temps pour nous parler de ce projet avec vos équipes du CHU de Nice. Le censeur est là, c'est pas moi. Donc bonjour à tous, on va dans un premier temps se présenter. Donc effectivement, nous sommes du CHU Nice. Moi, je suis Anne-Gaëlle Paul, je suis directrice des soins, arrivée sur le CHU diplômée et certifiée depuis janvier. Et ma collègue... Pascal Cuberès, moi je suis directrice des soins et je suis en charge de la coordination générale des soins au CHU de Nice. Alors merci à vous et merci de nous accueillir et surtout merci à SIUS pour d'avoir retenu notre projet. Alors quel est notre projet ? Notre projet, c'est de créer un espace pour les cadres. Donc on s'éloigne un petit peu des sujets de patients et de prise en charge, mais je crois qu'aujourd'hui, les cadres de santé, c'est quand même le maillon fort de l'hôpital, le maillon qui permet d'organiser, d'assurer les prises en charge, le suivi, et c'est aussi des collaborateurs importants auprès des équipes médicales, mais aussi auprès des patients et de l'animation un petit peu de cette vie et de ces prises en charge. Donc notre projet, c'est donc de créer une structure d'appui et de développement donc pour répondre aux transitions managériales et à l'adaptation de notre système de santé. Aujourd'hui, on ne soigne plus comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, mais les prises en charge évoluent aussi et le métier de cadre de santé évolue et de cadre supérieur aussi. Donc on se dit, la dernière réforme, 1995 du diplôme des cadres, c'est un peu loin quand même.
C'est un peu loin et nos cadres de santé, elles sont aussi soumises à beaucoup d'injonctions paradoxales, à faire bien avec moins, à faire plus, mais différemment. Et beaucoup nous font remonter leur perte de sens au travail, leur conflit de valeurs, leur difficulté à sortir la tête de l'eau, à respirer, à partager avec leurs collègues et à s'enrichir en tout cas et pouvoir développer, moi, ce que j'appelle le savoir expérientiel. Et je crois que c'est majeur aujourd'hui de développer ce savoir. Donc on s'est dit comment on fait. On a expérimenté, on a beaucoup travaillé sur le parcours des faisans fonction cadres de santé, en les accompagnant dans leur développement de compétences, mais aussi en créant des ateliers réflexifs. Et on s'est dit qu'il y en avait besoin pour tous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le CHU de Nice est un CHU qui est multisite. Et comment se retrouver à un endroit, à un lieu pour pouvoir faire ces choses-là. Donc cet espace 4, il aura 4 vocations: former, informer, partager, échanger, décompresser et récupérer. Et c'est aussi un lieu où on pourra faire de l'incubation d'idées, de l'idéation, de l'intelligence collective, qui est quand même aujourd'hui l'une des meilleures manières pour que nos projets aboutissent et faire adhérer. Et puis, on en a beaucoup échangé, on a réfléchi, et puis on a eu, comme d'habitude, une idée un peu folle, où je leur ai dit, pourquoi pas créer un espace virtuel, en fait. Et créer un espace virtuel pour que ces cadres se retrouvent dans le métaverse avec un avatar bien sympathique, aller pouvoir discuter avec son collègue ou pourquoi pas après rencontrer des gens, discuter et pouvoir s'enrichir. Donc on est preneur parce qu'on a plein d'idées, mais alors on n'est pas des pros de la technologie et du design et de pouvoir créer cet espace. Donc on est là aussi pour recevoir aussi de l'aide et de l'accompagnement dans ce projet. J'ai tenu les temps. Bien sûr, Pascal, vous souhaitez bénéficier des 28 secondes qu'il vous reste ? 26, 25. C'est une super collègue, elle dit non, tout a été dit, super. Je veux pas ta patate chaude. Mais vous êtes formidable. Déjà, on va vous applaudir pour l'idée. Et bravo d'être remarqué par CUIS. Des questions ? Des propositions ? Des mondes virtuels ? Tous les connaisseurs des sites de rencontres, par exemple ? Pardon, ça tombe mal, vous levez la main. Bonjour, mais ça n'a rien à voir, qu'on se le dise. Le micro, il est là, très bien. Vous t'embête pas. Je vous invite à vous présenter, camarades. Donc, Garosio Volto Hugo, je suis stagiaire d'IPO donc à la PHM. Je voudrais savoir, je reste debout, c'est plus. Comment vous allez faire en sorte que les gens accèdent justement au métavers avec toutes ces questions. Quand on voit les projets aux alentours, c'est plus, on est plus dans une question d'accessibilité, donc de faire reculer cette fracture du numérique. Comment vous allez gérer ça de votre côté ? C'est une bonne question, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir se retrouver à un endroit, d'avoir cette liberté d'y aller. Donc, est-ce que c'est créer un monde virtuel, mais avec quels accès et comment ? C'est un peu ça votre question. Je crois qu'il faut qu'on le bâtisse et on a une équipe projet parce qu'on ne travaille pas seul non plus et on va travailler avec les cadres aussi. De comment elles voient les choses, comment elles peuvent s'y connecter et on attend justement cette aide technique pour rendre réalisable ou nous aiguiller justement sur la manière de faire. Super, merci beaucoup pour la question et pour l'enjeu, le projet. Pas d'autres questions ? Ah si, une question, là-bas on va vous apporter... attendez, quelqu'un peut faire passer le micro ? J'ai bien fait d'avoir gagné 28 secondes, je crois. Mais exactement, mais je vous confirme. Merci, jeune homme, bonjour. Ça va être rapide. Ne nous menacez pas. Est-ce que vous y avez pensé aussi pour les soignants ? De faire la même chose ? C'est un joli projet. Je pense qu'effectivement, que ce serait intéressant. Après, comme tout espace, il faut qu'il soit régulé. Et il faut qu'il soit accompagné. Donc,
c'est intéressant de pouvoir justement déjà l'expérimenter sur, sur la population des cadres de santé. Bien sûr, derrière nous, il y a un collectif, il y a un groupe qu'on régule, qu'on accompagne. Et après, pourquoi pas les soignants ou par pôle ou par service. Et ça, faudra qu'on puisse le décliner. Mais il faut qu'il y ait cette bienveillance, il faut qu'il y ait cet accompagnement, cette régulation, puisque si c'est un endroit où on déverse mais on n'apporte pas de solution, ça a peu d'intérêt pour moi en tout cas. Merci pour la question, merci beaucoup à vous deux. On vous applaudit, vous et vos équipes aussi, qui sont derrière ces jolis projets. Bravo. Et c'est Maxence Raphaël qui vient clore cette présentation. Applaudissez Maxence qui vient pitcher, mais pas tout seul. Maxence et son garde du corps qui viennent. Et vous aussi? Ça c'est vous. Alors écoutez, là je navigue totalement à vue. C'est vous là, c'est vrai? Pourquoi j'ai pas votre nom, mesdames? On m'a rien dit, mais on va... Vous savez quoi? Maxence est là. Pardon, mais on garde le meilleur pour la fin. J'en ramène, donc aidez-moi les gars. D'accord, donc on garde le meilleur pour la fin. En attendant, Alexandra, tu m'envoies le nom de ces deux dames pour que je fasse style, je les connais. Et je sais pourquoi elles sont là et pourquoi... Voilà. Bonjour à tous les deux. Maxence vient avec François. Tout à fait. François Poulain. Je viens vous soutenir. Mais c'est entre animaux. Entre animaux, exactement. Si Jean-Michel Lelièvre ou Jean-Philippe Lecoq, n'hésitez surtout pas. Maxence, c'est à vous. Voilà, donc moi je suis Maxence Raphaël, je suis infirmier libéral à Marseille dans le 12e, François aussi. On fait partie de la CPTS Itinéraire Santé et dans le cadre de notre groupe de travail sur l'accès aux médecins traitants, on a diagnostiqué quelque chose qui se passe dans notre territoire mais qui est vrai aussi dans d'autres territoires, c'est l'accès aux médecins traitants pour les patients à domicile. Voilà. Surtout pour les patients âgés, patients grabataires, handicapés, qui ne peuvent pas se déplacer au cabinet du médecin, pour lesquels il y a des soins récurrents par des kinés, par des infirmiers au quotidien. Et bien souvent, on a une problématique pour que ces professionnels-là puissent contacter de manière sécurisée les médecins traitants pour pouvoir, on va dire, ajuster les thérapeutiques, les traitements qui sont utiles pour les patients au quotidien. Donc on a imaginé de créer un process qui ferait qu'on puisse dialoguer avec le médecin traitant de manière, on va dire, plutôt coordonnée, à travers des outils qui nous sécurisent et avec des solutions aussi qui nous sont apportées par l'assurance maladie qui puissent nous rémunérer pour cette coordination-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce process de dire, ben voilà, on contacte un médecin traitant par le biais d'une application qui pourrait sécuriser nos échanges, on déclenche une téléconsultation avec le médecin traitant pour justement parler du cas du patient, même en dehors de la visite domiciliaire. Et donc derrière, on offre aux patients une meilleure qualité, une traçabilité et une sécurité. Voilà. C'est une vidéo que vous devez passer ou pas du tout? C'est une vidéo en fait qu'on a créée nous pour communiquer au sein des... On appuie sur play, c'était ma question. Vous pouvez, appuyez sur play, je veux bien en régie s'il vous plaît. Comme ça vous nous l'expliquez en même temps. Voilà. En fait là on a un peu répertorié et enfin, on décrit tous les acteurs. Non, on peut enlever la musique parce que Richard Cléderman n'en peut plus. Voilà. Tous les acteurs qui sont autour du patient à domicile, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, on a des outils qu'on utilise au quotidien, Doctolib Team et d'autres outils, pour nous permettre de contacter les médecins et discuter entre professionnels de santé de manière sécurisée. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'un cadre juridique, on a besoin d'apporter peut-être, d'avoir d'autres outils de téléconsultation, enfin, peut-être juste uniformiser au sein de notre CPTS un outil que tout le monde pourrait utiliser pour que ça soit quand même beaucoup plus simple voilà, au quotidien, tout simplement. Et donc là, on a répertorié un peu tous les professionnels qui pourraient prétendre à ce procédé. Voilà. Merci. Votre Poulain voulait rajouter quelque chose, peut-être? Nous, on remercie le CIUS pour cette journée et puis pour tous les projets qui sont en cours. Je remercie aussi Laurent pour l'organisation, toute l'équipe pour l'organisation. Michel Merci. Pour le buffet, Jacqueline pour le café, tout ça. Enfin, on peut. Est-ce que, parce que vous êtes formidable, mais il vous reste 1 minute, mais ça nous laisse pour nos petites camarades qui vont venir évidemment. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 2 camarades qui sont venus présenter succinctement mais efficacement ce projet? C'est la règle, vous savez, en coaching, du clair, concis, concret. Message clair, c'est le message le plus concis. Le plus concis, c'est le plus concret. Exemple. Qui veut poser une question? Madame, bonjour. Vous avez le micro. Mais vous n'avez pas de question.
Bah débrouillez-vous, m'en trouve une parce que vous comprenez. Ouais, vous avez compris. Clair, concis, concret, vraiment la question. Super. Hein. Pas de questions. On va les applaudir. Ah, hop, 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 hop. Donc, il n'a rien d'autre à faire. Il bosse 22 heures par jour, mais comme il en reste 2, il s'est dit hop, 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 si tu peux m'alimenter. Ce type est fou. En tout cas, merci vraiment. On vous applaudit vraiment. Bravo à tous les deux, à vos équipes derrière le projet. Et je vais donc accueillir 2 personnes qui vont venir ici sur scène. Le temps peut-être de vous présenter Michel Pibaro notamment. C'est très bien. Et puis à côté, voilà. Eh ben, écoutez, merci infiniment. On se connaît depuis longtemps, donc j'ose pas. Allez, aidez-moi. Natou. Natou. Bah, c'est pour ça que j'ose pas. Natou, ça fait très perso, quoi. Bonjour Michel et Natou. C'est le meilleur pour la fin. Oula. Donc, on voulait remercier l'organisation d'avoir retenu le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, moi, je suis Nathalie Quiles-Simarato, je suis chef de service de dermato à l'hôpital Saint-Joseph et on ne veut pas vous faire pleurer sur le sort des dermatologues, mais c'est vraiment une espèce en voie de disparition. Et, les rhumatos sont pas mal non plus. Ouais. Mais alors, le problème, c'est que la dermatologie, ça va du plus futile, comme vous l'a dit l'autre collègue tout à l'heure, avec de l'esthétique. Mais c'est quand même pas la majorité des dermatologues qui font de l'esthétique, surtout dans la région. Donc il ne faut pas non plus penser qu'on ne fait pas que travailler. Nos journées ne font que 24 heures. Mais on a un vrai souci parce qu'on va de la pathologie la plus futile, mais surtout on soigne aussi beaucoup de cancers. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec la désertification des dermatologues dans la région PACA, et notamment dans les Alpes, où actuellement il n'en reste plus qu'1,5, il va y avoir un retard sur la prise en charge des tumeurs cutanées, et notamment des mélanomes, qui sont des cancers d'un pronostic très grave s'ils ne sont pas pris au stade initial. Et donc notre projet, c'était de mettre en contact plusieurs équipes pour essayer de valoriser le parcours de soins de nos patients, avec les médecins généralistes qui seraient en première ligne, pour lesquels on fait une éducation avec un MOOC, qui a été fait par le docteur Bérangère Desmarais, puis ensuite un contact par de la télé-expertise avec des dermatologues et des chirurgiens pour la prise en charge, qui sur une photo pourront dire quel degré d'urgence. Ils ne donneront jamais un diagnostic sur une photo, parce que les tumeurs noires, il nous faut des appareils de dermoscopie pour arriver à affiner notre diagnostic. Mais par contre, on arrivera, en ayant éduqué les médecins généralistes, je pense, à favoriser un parcours de soins le plus simple possible. Et donc, pour former les médecins généralistes, vous voyez, on a mis ici une petite photo de notre MOOC. En fait, il contient 4 capsules, dont une, justement, est destinée à faciliter l'orientation des patients vers le bon spécialiste, que ce soit donc un dermatologue ou un chirurgien. Donc, on compte aussi beaucoup sur l'appui que nous aurons pour pouvoir diffuser ce MOOC à l'ensemble des professionnels de santé de ville et hospitaliers pour le dépistage des tumeurs cutanées. Donc, nous avons déjà commencé à réfléchir à ce projet avec l'URPSML depuis l'an dernier. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs configurations qui existent actuellement. Il y a des spécialistes, donc notamment des dermatologues qui n'ont pas d'usage numérique et qui ne veulent pas avoir d'usage numérique. Il y en a certains qui, au contraire, ont telle ou telle application différente, ce qui fait que le médecin généraliste peut avoir des difficultés parce que soit, déjà, il n'est pas informé de ces dispositifs, soit il est informé, mais il existe différents outils, il va en utiliser un seul et donc aura accès forcément à une offre de soins très partielle ou très fragmentée. Donc l'idée, c'était justement d'essayer de voir comment essayer de mettre en place une démarche au niveau régional pour favoriser ce lien entre les médecins généralistes, avoir un rendez-vous rapidement avec un dermatologue ou un chirurgien, ce qui peut permettre aussi de pallier au manque de dermatologues, et de créer une communauté, puisque c'est le terme numérique, de spécialistes volontaires pour participer à ce projet dans le cadre d'une charte régionale de bonnes pratiques. Et c'est très important parce que, vous le savez certainement, qu'en cancérologie, il y a des dispositifs d'autorisation très rigoureux et très stricts, et que donc il faut bien sûr que cette prise en charge se fasse dans le cadre du parcours coordonné cancérologique,
et dans le cadre de ces autorisations qui sont délivrées par l'ARS. Donc ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et est soutenu par notre ARS PACA dans le cadre de sa feuille de route 2022-2025. Et également, ce projet va être noté dans le projet régional de santé qui va apparaître au 1er novembre. Et donc, on espère qu'on pourra nous aider à le mener à bien. Voilà. Et on vous remercie vraiment pour cet appui. Et c'est nous qui vous remercions de l'avoir aussi bien expliqué. Bravo, mesdames, à vous et vos équipes. Des questions, des remarques. Questions, ici, tiens. On vous fait passer le micro derrière? Merci, c'est gentil. Ça va fonctionner et je vous invite à vous représenter, s'il vous plaît. Si, il faut appuyer juste sur le bouton. Je pense que c'est bon. Là. Je oui, pense donc aussi. moi, donc coordinatrice de l'ESS Rhumatologie Littorale, mais aussi infirmière libérale. Donc en fait, la question c'était est-ce que ce projet va s'étendre aux paramédicaux? Parce qu'en fait, à domicile, les infirmières, les kinés aussi qui prennent en charge dans leur cabinet, donc ont une vue sur le plan cutané de tous leurs patients. Et en fait, parce que moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un DPC en visio sur justement la détection de tout ce qui est cancer, enfin, mélanome, tout ça au niveau cutané. Donc je voulais savoir si vous aviez l'intention de former aussi les paramédicaux. Elles vous répondent. Alors, c'est un projet initial qui va se faire avec les médecins généralistes. Il va falloir qu'on évalue, qu'on chiffre, qu'on voit un peu le délai qu'il va y avoir mis en route, parce qu'il n'y a pas assez de dermatologues pour répondre rapidement aux questions. Donc, on va le développer comme ça, mais bien évidemment, on vous présentera un projet l'année prochaine pour le faire aussi avec les kinés, les pharmaciens, les infirmières et tous les professionnels de santé qui seront volontaires. Mais il faudra faire le MOOC avant pour arriver à... Vous savez tous ce que c'est qu'un MOOC? Oui. En tout cas, ils font bien semblant. Le MOOC va être diffusé en 2 parties. Donc, il y aura une première partie qui va être diffusée aux médecins généralistes, parce que ça va se faire dans le cadre de la thèse d'un jeune médecin généraliste qui a choisi le dépistage des cancers cutanés, donc avec une évaluation des pratiques, etc. Et dès que ceci sera fait, le MOOC sera diffusé très largement. On espère pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des URPS, sages-femmes, kinés, infirmiers, pharmaciens, pour pouvoir faire profiter justement de ce MOOC qui est très didactique. Moi, c'est vrai que depuis que je l'ai fait, je regarde tout le monde, je dis « Ah, mais ça, c'est... non, c'est vrai ». Et vous en bénéficierez, j'espère, vous. Et j'espère que justement aussi, grâce à cet appui de l'accélérateur, on pourra aider à mieux le diffuser, à le faire connaître. Merci à vous et à votre porteur de micro, madame. Vraiment, à côté, il se passe des trucs ici, c'est n'importe quoi. Pas vous, hein, dans la salle. Je voulais vous remercier. On applaudit nos amis corses, s'il vous plaît. Bravo, mesdames, merci. Non, je ne sais pas en Corse, on m'a dit Corse. Ah non, mais pas du tout. Ah oui, c'est PACA Corse. Mais vous, c'est plutôt PACA. D'accord, très bien. Non, mais... ah non, mais là, je viens de comprendre, je me fais engueuler sur la Corse par des filles qui ne sont pas de Corse. Enfin, c'est le monde à l'envers. Vraiment, je vous kiffe, en tout cas. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, ça part vraiment... c'est ça, vous avez compris. On accueille votre président pour le mot de la fin, s'il vous plaît. Laurent Sacomano vient nous rejoindre. Applaudissez-le. Cher Laurent, s'il me restait un tout petit peu de crédibilité, j'ai l'impression qu'elle vient de s'évaporer de manière extraordinaire. Il est temps que ça se termine. Pas du tout, moi j'étais prêt à continuer. Laurent, un petit mot, parce que au-delà des échanges sympas, il y a eu vraiment une journée. J'ai vécu un truc juste incroyable, avoir les gens partager, échanger, vous voir partout. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de tout ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je crois la qualité des échanges, la convivialité, alors que l'on a toujours mis au centre de cette journée et du travail qui est celui du CIU. Et je tiens vraiment à remercier toutes les équipes et toute l'équipe du CIU notamment. Alors Audrey, Tessir, on peut les applaudir très fort. Audrey, Tessir, Alexandra. Les membres du bureau et tout le personnel qui ont fait un travail extraordinaire pour Pascal arriver est là. justement, voilà, à rassembler tout ce petit monde. Et puis je crois, l'exemple, on va rester sur la dernière image donc au PACA, par les mots aussi de François Poulain, donc le président de l'URPS infirmier. C'est finalement cette richesse que l'on réussit à mettre en place petit à petit au sein de la région PACA.
qui, au sein du CIU, permet de regrouper vraiment tout ce qui compte dans l'écosystème de la santé. Alors vraiment, on passe tout en revue, hein, que ce soit du consommateur de soins, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, le patient, jusqu'aux professionnels, au plateau technique de très très hautes compétences de la PHM, des hôpitaux privés, des fédérations, et bien évidemment je vais en oublier, mais voilà, cette année en plus ça se fait sous l'égide d'un regroupement entre le GRAD PACA et le CIU. Enfin voilà, on voit cette extraordinaire dynamique. L'année dernière, on s'était dit que voilà, il fallait que cette dynamique continue. Je crois que cette année, on a vraiment la confirmation que cette dynamique est vraiment lancée. Et puis, je retiens aussi à redire un très très grand merci à Annie Prévost et ses équipes de l'Agence du numérique en santé qui nous ont accompagnés au long de cette année aussi de préparation de ce séminaire de travail. On sait qu'on peut compter sur elles, on peut faire bouger les choses. On a vraiment plein de chantiers qui sont lancés. Donc c'est vraiment à la fois tout ça que je retiens. Et bien évidemment, la présence de l'ARS aujourd'hui et de toutes les personnalités qui nous ont accompagnés. Je crois que c'est la reconnaissance du travail qui a été fait en région. Et je souhaite qu'elle puisse continuer parce que vraiment c'est extraordinaire. Et justement, c'est pas la fin de quelque chose mais le début toujours. Fort de tout ça, on va infuser tout cela durant le week-end. Lundi on revient à la réalité ou peut-être d'autres avant aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on se dise dans un an si vous vous retrouvez, si on se retrouve, je m'incruste, mais comment est-ce qu'on doit poursuivre dès lundi, dès la semaine prochaine avec les équipes ? Je crois que la réflexion est lancée. Peut-être que l'année prochaine, ce qu'il faudrait, c'est que les stands soient encore plus nombreux et encore plus significatifs et représentatifs du travail qui aura été fait sur le terrain. C'est-à-dire que les discussions qui sont lancées, les échanges de cartes de visite, effectivement, continuent à avancer sur du concret. Il y a des demandes qui ont été faites tout à l'heure sur la communication. Et une fois de plus, je tiens à repréciser, et là, nous, on n'est pas dans les échanges sécurisés, hein, on est dans les échanges directs, mais on travaille en inter-URPS, on travaille avec les fédérations, avec tout le monde. Et finalement, ben voilà, un projet comme celui-là, si on arrive à le partager et à le faire connaître sur le territoire, eh ben, c'est autant de gains de temps, et je reviens sur cette thématique, c'est vraiment ce confort de travail, ce plaisir du partage, et vraiment de voir des projets qui arrivent à éclore vraiment de façon extrêmement pertinente, et toujours pareil, de façon très pertinente pour tout le monde. Et ça vraiment, je crois que voilà, si on a encore peut-être des stands encore plus importants, et puis peut-être encore plus de monde qui nous rejoignent, bien sûr. Voilà, ça sera encore super. Merci beaucoup. Et des salles encore un peu plus grandes, mais je pense que là, on était déjà pas mal. Oui. On verra peut-être sur l'agenda, sur l'organisation, peut-être pour des choses différentes, mais voilà. Si vous passez commande, une paella, quelqu'un a demandé, des pizzas, enfin on va vous passer commande. On va remercier le capitaine du navire aussi, le président Laurent Sacomano. Merci. Et permettez-moi, mais c'est aussi un joli cri du cœur. J'ai votre confiance et je suis venu perturber un peu votre journée, mais je voulais remercier parce que le journaliste un peu crétin que je suis repart comme l'année dernière, enrichi d'abord de belles rencontres et de tout ce que j'apprends ici. Et j'avais l'occasion de vous le dire, mais ma deuxième casquette de président d'association de patients aussi. Depuis 18 ans, j'ai créé et je préside une asso qui s'appelle Tout le monde contre le cancer. Je voulais vous remercier chacun à vos titres de ce que vous faites au quotidien, parce que nous les patients, on est toujours très très chiants. On vous emmerde au quotidien. En revanche, je n'oublie pas que vous êtes des anges gardiens précieux, tous à vos postes avec vos équipes, et déjà au nom des patients, 1000 excuses pour les chiants que nous sommes, mais 1000 mots d'admiration pour ce que vous faites. Voilà, merci du fond du cœur à vous et bravo pour votre investissement. Et merci pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner aujourd'hui. Voilà. Et je terminerai juste avec le plaisir réciproque, parce que vraiment certains s'en sont confiés, du plaisir que nous avons eu à ce que tu animes encore cette journée, vraiment avec à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de rigueur, beaucoup de compétences, et je crois que ça donne aussi le sens que nous voulons à cette journée de convivialité, d'échange, de partage, de liberté de ton. Donc merci beaucoup Nicolas. Merci à vous, merci vraiment. Et s'il n'était pas mort il y a 30 ans, Michel Drucker aurait dit merci aux équipes, au son, à la lumière, à la vidéo. Elodie avec son agence de com, voilà, applaudissez-les parce qu'ils font un joli boulot tout au long de la journée. Merci à tous. Allez, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça suffit, merci. Si, il y a le cocktail, rentrez chez vous au cocktail, puisque c'est sous l'arbre à palabre. Merci à tous.